5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Il est encore tout jeune, mais c'est déjà un vieux routier dans le vaste monde de la banque et des finances. Banquier, puis conseiller du président Foria Singbe, associé du fonds d'investissement actif et dirige aussi une start-up qui commercialise des motos électriques. Nommé ministre conseiller aux investissements par Patrice Talon lors du dernier remaniement, Olusegun Bakari a entamé une nouvelle aventure dans les rayons de la diplomatie. Il prend ainsi la succession de Aurélien Agbenonsi qui aura cheminé 7 ans durant aux côtés du chef de l'État. Olusegun Bakari se présente-t-il désormais comme le profil idéal au regard des options faites par l'exécutif? Eh bien, nous en parlons. Et on s'intéressera aussi au parti Bloc républicain. L'heure est aux grandes réformes, aux grandes mutations même au sein de cette chapelle politique. Parmi les nouvelles orientations, la dissolution du secrétariat général national au profit de la présidence du parti. Abdoulaye Biotchane devient dès lors président. Il voit ainsi ses pouvoirs renforcés. Faut-il une tentative de sécurisation du parti face aux tentatives bien sûr de déstabilisation qui ont récemment agité le BR? Qu'est-ce qui va désormais changer concrètement? Analyse à suivre. Et puis en interactualité, on se penche sur le cas de Laurent Gbagbo. Nous sommes en Côte d'Ivoire, toujours radié de la liste électorale à 3 mois des élections locales. L'ancien président a déposé jeudi dernier un recours à la commission électorale indépendante acquittée par la CPI de crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Il reste néanmoins sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en 2011. Gracié par le président, mais non amnistié, il est toujours privé de ses droits civiques. J'ai décidé de ne plus donner des coups parce que le temps de donner des coups est passé. Mais le combat n'est pas terminé, soutient-il. Qu'est-ce qui se joue sur les bords de la lac Guinée-Brié? Question à nos débatteurs. Autour de la table, aujourd'hui, Francis Lojatali. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'être une fois encore des nôtres. C'est moi qui suis heureux de vous voir parce que c'est que vous faites un travail formidable. J'ai été davantage plus heureux de voir le docteur Paul-Marie Wessou et puis mon ami, co-débatteur. J'espère que nous allons faire un débat fécond et stimulant pour éclairer le peuple. Absolument, comme tous les lundis matins. Merci beaucoup. Docteur Paul-Marie Wessou, justement, vous êtes théoricien de la gouvernance d'État, enseignant à l'Université Abomey-Calavi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à Francis et à l'ami. Et puis juste à côté de vous, mon collègue de la radiodiffusion nationale, Yves Patrick Loco. Bonjour et bienvenue Yves. Bonjour Eman, bonjour aux auditeurs de la télévision, aux téléspectateurs de la télévision nationale. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation pour faire le débat matinal avec nous. Justement, je reste avec vous pour évoquer donc le tout premier sujet en débat. Il s'agit donc de la nomination de Olusegun Bakari comme désormais chef de la diplomatie béninoise. Déjà, quel est le premier commentaire que vous avez à faire à ce sujet au regard donc du parcours de l'homme qu'on a rappelé tout à l'heure? On sait qu'il a fait carrière dans la banque et dans les finances. Olusegun Adjadi Bakari, nouveau ministre des Affaires étrangères, donc chef de la diplomatie béninoise, c'est quelqu'un dont j'ai suivi un peu le parcours pour avoir suivi ses sorties médiatiques, je vais dire les chroniques, notamment celle de 2016 où l'opinion qu'il a écrite est sortie dans un journal international, Jeune Afrique, pour ne pas le nommer. Et après, Olusegun Bakari, moi je l'ai suivi un peu à une soirée politique de la Fondation Freddy Chebet, où déjà il donnait le ton de ce qui devait être nos relations, c'est-à-dire les relations du Bénin avec le Nigeria. Il était aux côtés d'un certain professeur John Ige, où ils ont parlé de long en large de ce que le Bénin pourrait tirer de son géant voisin de l'Est, qui est, ne nous le cachons pas, un très vaste marché si on s'en tient aux recommandations de ce pays-là, si on s'en tient aux normes imposées par le Nigeria par rapport à l'exportation sur son territoire. Donc, nous avons beaucoup à gagner auprès du Nigeria et c'est ce que Olusegun Bakari, nouveau ministre des Affaires étrangères, a tout le temps dit. Et je crois qu'une fois qu'il est à ce poste, à cet important poste de chef de diplomatie béninoise, il pourra vraiment implémenter parce qu'il a
souvent écrits, il faut qu'il traduise maintenant ces écrits en réalité. Très bien. Alors, Francis Eloge Attali, quand on voit un peu le profil, banquier, ministre conseiller aux investissements, conseiller du président Faure Gnassingbé, associé d'un fonds d'investissement, directeur général d'une start-up qui commercialise donc une moto électrique. Quand on voit tout ceci, on se dit que c'est quelqu'un qui a le sens des affaires, c'est quelqu'un qui a le flair certainement du business, et qu'il soit parachuté aujourd'hui à la tête de la diplomatie qui requiert quand même certaines normes, certains codes. On se pose quand même certaines questions quant à son profil. Est-ce que c'est le profil idéal adapté à ce poste? Non, je ne parle pas en termes de profil idéal. Vous savez que quand même son profil cadre avec la vision du chef de l'État. Le chef de l'État, évidemment, depuis 2016, a nourri l'espoir de bâtir au Bénin une diplomatie à vocation économique. Et vous savez évidemment que la diplomatie elle-même, c'est quoi? C'est en fait une pure représentation. En fait, par excellence, ce n'est que ça. Et c'est la représentation de l'État. Et vous savez évidemment que le diplomate, en fait, il négocie, il assiste, il protège, il offre la possibilité à l'État de capter la manne financière à travers les partenariats divers. Nous sommes dans le bilatéral et le multilatéral, mais depuis 2016, comme nous avons fait l'option de bâtir au Bénin une diplomatie à vocation économique, il est normal qu'on cherche un profil qui réponde à cette vision du chef de l'État. C'est vrai que les diplomates sont un peu gênés. Ils sont un peu gênés parce que vous savez que c'est un métier qui répond à des normes. Si vous interrogez un ancien diplomate comme je crois l'ancien ambassadeur du Bénin à Rome, Théodore Loco. Oui, je crois, c'est ça. Il vous dira peut-être avec quelques réserves parce que les diplômes ne battent pas trop. Mais il faut dire en fait que Sékou Bakary a pris la maison de diplomatie dans un contexte particulier. Vous savez qu'au moment où Aurélien Agbonussi prenait la tête de la diplomatie en 2016, nous avions 39 représentations à travers le monde. En 2019, nous sommes passés à 42. Mais curieusement, avec la réforme qu'il a mise en œuvre à partir de 2020, nous sommes tombés à 14 représentations dans le monde. En Europe, on n'avait que Paris et Moscou. Vous savez que même à New York, on a fermé, à New Delhi, on a fermé, à Bahia, on a fermé, même en Éthiopie, ici, on a fermé, au Niger, on a fermé. Bon, évidemment, on a fermé. Mais sur quelle base a-t-on pu fermer tout ça? Je crois que la dernière rencontre, la conférence diplomatique, tenue tout récemment, le 30 mai, a permis de faire une lecture critique pour envisager une évolution de la carte diplomatique. Le second aspect, c'est que quand Aurélien Agbonussi a pris les rênes, vous savez qu'en fait, le budget, c'était 32 milliards, mais on est passé à 16 milliards. Réduction drastique. Alors, nous sommes un petit pays, mais nous avons de grandes ambitions. Est-ce qu'avec ce budget restreint, il a pu véritablement atteindre les objectifs qui sont assignés à ce département? Un diplomate, en fait, il a deux missions essentielles. En fait, on sait qu'il faut avoir une grande culture, c'est ça en fait qui est exigé, mais à côté de ça, il faut avoir une bonne maîtrise de sa mission, une bonne compréhension de sa mission. Mais il faut rester en tandem avec le chef de l'État. Surtout le chef de l'État, en fait, n'est pas un diplomate. Pour la plupart, ce n'est pas un diplomate. Le chef de l'État reste et demeure un politique. Il a besoin, évidemment, d'un expert en cette matière pour l'accompagner, pour affiner sa vision. Donc, nous sommes passés, disais-je, de 27 ambassades, de 4 missions permanentes, de 3 missions commerciales et de 8 consulats généraux à 14 représentations à travers le monde. Ça posait énormément de problèmes. Est-ce que le ministre Aurélien Agbonussi a pu mettre en œuvre cette politique donc, de restructuration, de ce qu'on appelle restructuration de la carte diplomatique, sans l'accord du chef de l'État? Ben écoutez, le chef d'État, c'est un politique, il est venu avec une vision, il découvre un expert, il identifie une compétence pour venir l'accompagner. Le ministre, en tant que collaborateur du chef de l'État, a l'obligation en cette matière de lui apporter les conseils qu'il faut, au besoin de lui apporter son expertise. En fait, l'expertise suppose évidemment la maîtrise des principes, la maîtrise de la méthode, la maîtrise des outils, des instruments. Et lui, il est professionnel.
Donc, il peut aider le chef de l'État à améliorer. Le chef d'État peut avoir la vision, par exemple, de réduire, de rationaliser, par exemple, ce qui est possible. Mais quand le ministre fait l'option d'aller au regroupement régionaux, ce qui n'est pas mal, parce que vous savez, quand on prend le cas du Canada, quand on prend le cas de la Suède, il y a beaucoup de pays, en fait, qui ont fait cette option. Mais en l'état, pour le Bénin, est-ce que c'était plus urgent d'engager le Bénin dans cette réforme? La première question est là. La deuxième, c'est que vous avez, depuis un moment, nous avions eu des problèmes avec le Nigeria. Et le défi, c'était d'améliorer. Mais en 2019, vous avez vu ce qu'on a subi. Il y a eu en fait, des gens qui sont venus. Unilatérale de frontières? Oui, non, mais ça, c'est survenu en août de 2019. Mais après ça, en novembre, il y a eu 2 événements. Il y a eu de petits groupes habillés en tenue de douane ou en tenue militaire avec des pick-up sont venus vers Kétou. Ils ont essaimé dans des magasins. Le ministre a convoqué en urgence l'ambassadeur nigérien. Vous avez suivi ça n'a pas été de goût du président nigérien. Et en plus, vous avez vu qu'en 2019, on a eu quelques guerres avec l'Union européenne. Et puis la représentante de l'ONSAB on lui a retiré la lettre d'accréditation, et puis elle est partie. Mais on a normalisé tout ça. Je crois que. Et le défi par rapport au Nigeria, c'est que nous partageons 700 km de frontières. À un moment donné, on a vu que c'était un vaste marché, puisque c'est un grand consommateur des productions du Bénin. Et si le Bénin même dédiait un ministère chargé de la coopération avec le Nigeria, ce ne serait pas exagéré. D'accord. Puisque, en fait, nous avons une bande. En fait, vous savez que dans la communauté, sur les 300 millions d'habitants que nous avons dans la communauté, le Nigeria fait 216 millions d'habitants. Ça veut dire que c'est un vaste marché qui pourrait profiter au Bénin. Donc, le défi de ce nouveau ministre, c'est de faire en sorte qu'on améliore qualitativement les relations avec le Nigeria. Et c'est bien qu'il soit Nigeria. Il a une antenne au Togo, une antenne au Rwanda. J'aurai le temps de vous dire davantage. D'accord. Alors, est-ce que, justement, la nomination de Cheikhou Bakari aujourd'hui en tant que ministre des Affaires étrangères est un camouflet pour, je vais dire, le projet diplomatique mis en place par le Bénin depuis 2016? Parce qu'on se rend compte peut-être qu'on a peut-être fait des erreurs. C'est de cela qu'il s'agit pour moi. Hein. C'est justement de cela qu'il s'agit. Parce que, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit par rapport à cette réduction du nombre d'ambassades ou du nombre de représentations du Bénin dans le monde? Qu'est-ce qu'on ne nous a pas chanté? Que ça allait créer tout ce qu'il faut pour que nous ayons le développement qu'il faut. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit, quoi? Mais écoutez, je ne sais pas si ça fait déjà 1 an, 2 ans, mais on se retrouve à nous dire que bon, ce n'était pas l'option normale et qu'on doit passer à une autre stratégie, donc remettre en place certaines des ambassades qui ont été fermées, et puis maintenant mettre à la tête de la diplomatie quelqu'un qui, disons, a le profil économique. Vous savez, ça répond un peu à, je ne sais pas si c'est copier-coller, mais ça ressemble un peu à ce qui se fait en France depuis un certain moment. Vous savez, ils ont fait à Versailles le 5 mai, je crois, le 5 mai dernier, ce qu'ils appellent Choose France, qui a levé près de 13 milliards d'euros comme investissement étranger en France. Donc, on a tendance à penser que oui, ça peut être que les yeux sont tournés vers cela et que on se dit bon, ben ça pourra permettre, puisqu'on a besoin d'investissement, d'avoir un peu plus d'investissement. Mais moi, je reste sceptique, et vous me permettrez de rester sceptique parce que d'abord le ministre, quel que soit, vous savez, quand souvent on donne le profil des gens, on dit il est ci, il est entrepreneur ça, il est entrepreneur ci, il est entrepreneur ça, ça n'a rien à foutre avec la gestion de l'État. La gestion de l'État, c'est tout autre chose. Quand vous allez rentrer dans les méandres les couloirs de la diplomatie, vous allez constater que tel État a son propre intérêt, vous aussi vous avez vos intérêts, et donc il y a cette collision que vous allez, à laquelle vous allez faire face, et vous allez vous retrouver face à des difficultés. Nous avons seulement 2 ans et quelques devant nous, et je ne sais pas quel temps il aura pour mettre en place quelque chose qui prend et qui nous donne vraiment un résultat palpable avant que les 2 ans et quelques ne soient terminés. Et nous retrouverons encore d'ici quelques années à dire que oui,
c'est lui qui avait proposé la politique au chef de l'État. Et puis bon, le chef de l'État, donc lui, il a accepté que ça puisse aller. Et puis bon, voilà. Mais voilà, nous en sommes toujours là à disons, regretter que l'un ait fait quelque chose et ça n'a pas marché. Moi, je pense, même avec le Nigeria, que en termes de diplomatie et en termes de relations avec le Nigeria, nous avons besoin d'une réflexion stratégique. Je le dis depuis un certain temps, nous avons besoin vraiment d'une relation, d'une réflexion stratégique. Parce que, vous savez, depuis que nous étions étudiants dans les années 90, début 90, on nous disait déjà, oui, le Nigeria, c'est un gros marché, c'est ceci, c'est cela, au point où, à un moment donné, même le professeur Albert Tevoidire a eu ce projet-là qui envoyait des Béninois au Nigeria pour enseigner le français et tout. Mais bon, chacun trouve que c'est stratégique et trouve un aspect de la chose qu'il prend. Mais moi, je pense qu'il faut carrément une réflexion stratégique sur le Nigeria parce que, n'oubliez pas, depuis que le président Tinubu a installé, moi, je suis un peu ce qu'il fait au quotidien. Franchement, le Nigeria est dans une approche de réflexion stratégique et tournée vers le Nigeria même pour corriger les problèmes économique du Nigeria. Et quand vous parlez d'arrimage, il faut me permettre de le dire, quand vous parlez d'arrimage, nous n'avons pas la même monnaie que le Nigeria. Donc, il y a déjà des obstacles qu'il va falloir franchir. Puis, ensuite, le Nigeria, son poids économique n'est pas le même que nous. Vous vous rappelez la Grèce dans le temps, la Grèce avec ses déboires économiques, plutôt ses problèmes financiers dans le temps. Et tout récemment même. On nous a dit que oui, le poids économique de la Grèce n'était pas vraiment à la taille de ce qu'il faut pour être dans la même union économique et monétaire avec l'Allemagne, par exemple. Vous voyez, donc, c'est vrai qu'on a ces rêves, mais il y a de la réflexion vraiment stratégique à mener pour que nous puissions avoir des choses à long terme. Sinon, on aura toujours des choses comme la mode, ça vient, ça passe, quoi. D'accord. Alors, Yves-Patrick Loko, on dit Segun Bakari, c'est un Yoruba qui a des entrées au Nigeria, notamment. Il serait très proche du nouveau président nigérien, Ahmed Bola Tinubu. Est-ce que ça a pu peser justement dans la balance pour son choix, quand on sait que forcément, il faut que le Bénin normalise ses relations avec le Nigeria? Si c'est vraiment ça, il faut dire que c'est peut-être pas un bon choix parce qu'il ne faut pas faire les choses ad hoc. Est-ce que juste pour la circonstance, juste parce qu'il est à des entrées près du président nigérien de l'actuel qui a été installé depuis le 29 mai, est-ce pour ça qu'il faut le nommer? Je n'ai rien contre sa nomination, mais il ne faut pas faire les choses juste pour la circonstance, juste parce qu'on veut régler un problème. Il faut se mettre, voilà, s'inscrire dans un cadre beaucoup plus global parce que on n'a rien à inventer, hein, quand la Grèce antique a inventé la diplomatie et que depuis 1798 par exemple l'Académie française a décidé que la diplomatie soit la science des rapports des pouvoirs de puissance à puissance. On ne va pas se limiter d'un seul rapport du Bénin au Nigeria. Donc il faut avoir une vision globaliste des choses. Il faut, pourquoi pas, ne pas penser étendre toute peut-être son influence, l'influence que le nouveau ministre des Affaires étrangères a sur le Nigeria. Il faut pouvoir ne pas l'étendre à tout le reste du monde entier. C'est vrai qu'il ne sera pas seul à faire le travail et c'est pour ça que j'ai envie de revenir sur son profil, puisque on peut lui reprocher de ne pas être diplomate. Il le reconnaît lui-même. On n'a pas besoin d'être diplomate pour être chef de la diplomatie béninoise. L'ambassadeur Théodore Loko, qui a été interrogé par une chaîne privée hier, a un peu donné le profil d'un
d'un ministre des Affaires étrangères, et M. Attadé est revenu sur ça. M. Attadé, pardon, est revenu sur ça. Il faut une grande culture, il faut une grande compréhension de la position qui est la sienne et défendre l'État avec la vision du président de la République qui vous a nommé. Donc, c'est dire qu'on n'a pas besoin forcément d'être diplomate, et c'est pour ça on a des conseillers techniques, on a un cabinet qui vous entoure, on a plein de professionnels déjà qui sont en place au ministère des Affaires étrangères, et vous n'êtes pas sans savoir que dans ce ministère-là, par exemple, il y a beaucoup de directions. Il y a la direction Asie, par exemple, il y a la direction Afrique, Moyen-Orient, il y a la direction Europe, la direction Amérique. Donc, il y a de ces cadres techniques-là qui sont déjà en place pour pouvoir implémenter. Voilà. Donc, il a à coordonner, mais dire juste parce qu'il a des entrées au Nigeria qu'il faut le nommer, je crois que la vision est un peu minimaliste. Alors, on est tous d'accord d'ailleurs sur ce plateau que le Bénin a fait le choix, l'option d'une diplomatie économique. Justement, faut-il y voir la diplomatie ou sinon quasiment sous l'angle économique? Il ne faut pas voir la diplomatie seulement sous l'angle économique, puisque c'est des rapports de puissance à puissance. On peut imposer la culture, on peut imposer des habitudes sociales, par exemple. On peut imposer plein de choses à travers la diplomatie qui, comme l'armée, reste également une matière très secrète. On a l'habitude de dire que la diplomatie est secrète. Seuls ses résultats sont portés au grand jour, sont portés à la face de l'opinion. Donc, au-delà de l'économie, on peut également faire rêver grand pour la diplomatie et sur d'autres plans. Il peut y avoir la diplomatie sportive, par exemple. Les gens parlaient le week-end où le président de la Fédération béninoise de football était l'œil de la Fédération internationale de football association, la FIFA, à l'élection aux assises de la Fédération française de football. Absolument. Donc la diplomatie, c'est sur beaucoup de plans. D'accord. Alors, si on jette un coup d'œil sur le discours délivré par le ministre sortant Aurélien Agbenossi, il dit justement dans une partie de son discours, monsieur le ministre, interpellant justement le nouveau, bien sûr, Chegoum Bakary, monsieur le ministre, je vous laisse les clés d'un département spécial qui n'a pas vocation à délivrer un bilan en entrée et sortie monétaire. C'est un ministère aux actions discrètes mais ô combien nécessaires pour préserver de bons rapports avec le reste du monde. N'est-il pas là en train de l'interpeller sur le fait, certainement, qu'il a grand intérêt justement à travailler, à faire rayonner le Bénin à l'international plutôt que de se concentrer qu'à capter des investisseurs, sinon à capter des partenaires économiques? J'ai suivi hier un ambassadeur, un ancien ambassadeur, je crois que c'est Théodore Tokbo, qui est allé en détail. Et il a dit en fait, non pas pour répondre forcément à la question, pour montrer que le volet économique qui intéresse le Bénin, c'est normal parce qu'ailleurs il y avait la diplomatie scientifique. Donc pas de la diplomatie évolue, et puis c'est par rapport à la vision et par rapport, même Aurélien Agbenossi avait dit que le Bénin réinvente chaque fois sa diplomatie. Au bord, le chef de l'État a émis son point de vue sur les élections législatives en France et a reconforté le président Macron. Il semble que le ministre, sauf erreur de ma part, n'a pas été associé à la petite note adressée par le chef de l'État à son homologue. Et une presse l'a interpellé là-dessus. Il dit mais non, qu'il assume, c'est aussi ça, la diplomatie, et que le Bénin réinvente chaque fois la diplomatie. En fait, le volet, les diplomates, quand j'ai suivi M. Tokpo hier, ils disaient qu'en fait, les diplomates n'ont pas de bilan à présenter. Il est vrai que sommairement, on a vu à travers le discours sortant, le discours du ministre sortant, qu'il a énuméré au moins 6 points qui font sa fierté, les points sur lesquels il semble avoir produit un peu de résultat. Et il a attiré l'attention du ministre Chegoum Bakary qu'en fait, il n'y a pas de bilan économique à présenter. Parce qu'en fait, la diplomatie, c'est la représentation, mais c'est aussi les accords et les partenariats. Mais la dimension financière et économique, c'est souvent le ministère des Finances qui s'en charge. Si on parle le projet concernant la construction de l'échangeur de verre de corps qui est en cours, mais le ministre a signé deux mémorandums
sur d'abord le principe de le faire et puis sur l'engagement du Japon a conduit. Mais les autres questions liées à la dimension économique et financière, c'est le ministre Wadai qui est allé au Japon et gérer ça. Donc, il est normal qu'ils disent qu'il n'a pas compétence, en fait. Ce département n'a pas présenté un bilan économique. Parce que c'est un département qui travaille pour donner de la visibilité, et non seulement au pays, mais aussi capter les flux financiers et positionner le Bénin dans la finance internationale. Donc, c'est un grand rôle qu'il joue. Et le diplomate, il a l'obligation de réserve. C'est ce qui fait qu'il ne peut pas étaler un bilan économique au sortir de sa mission. Mais je voulais dire en fait que le ministère a eu le mérite d'innover, en dépit de tout ce qu'on lui reproche, puisqu'il a dit qu'il a fait une ouverture sur l'Europe du Nord. Il a fait aussi l'Europe, il a fait aussi une ouverture sur le Moyen-Orient. Il a réchauffé un peu ce qu'on avait en Asie. Bon, on a redimensionné ce que nous avions avec les Belges, et puis la présence des Belges au port est assez éloquent, et puis les digues qui sont construites là, c'est pas des privés belges, donc il se tarde, en fait, il a quand même des mérites, même si on reproche d'avoir engagé le chef de l'État dans une réflexion qui a permis de réduire drastiquement la carte diplomatique, puis on a été obligé de rouvrir. En fait, c'est pas après la conférence diplomatique maintenant qu'on va faire évoluer la carte. La carte a évolué en temps, puisqu'on a dû encore réouvrir Addis Abeba, qu'on avait fermé. Et vous savez que c'est la capitale de l'UA. En fait, c'est le siège où tous les pays africains siègent. Donc, il y a quand même une mémoire collective de décision à ce niveau. Il y a eu des erreurs peut-être qui ont été commises, mais il y a une norme internationale. Et c'est à cela que j'ai voulu citer dans mon intervention les propos de l'ambassadeur Tokpo. Non, Tokpo. Non, Tokpo était sur ETélé hier. Il était sur ETélé. C'est Théodore Loco. Oui. C'est Théodore Loco. Oui. Ah, ben ils ont écrit Tokpo. D'accord. En fait. Donc, quand je l'ai suivi, j'ai compris qu'il y a quand même une norme internationale qu'il faut arrimer avec nos préoccupations internes. Puisqu'il dit que la diplomatie, c'est construire l'intérêt national en s'arrimant avec les normes internationales, la culture internationale. Donc, il y a une pratique qui existe à l'international. Le Bénin ne peut pas être représenté partout, c'est vrai, mais il y a quand même des points de présence qui sont indispensables. Puisqu'il y a une assistance par exemple, que nous apportons à nos citoyens, ne serait-ce qu'en termes de prestations consulaires. Il y a quand même des partenaires que nous avions qui ont continué à avoir des accords avec nous et qui nous accompagnent dans la mise en œuvre d'un certain nombre de projets et de programmes. Il y a une matrice, par exemple, qui est au niveau du ministère des Affaires étrangères qui permet de faire le meilleur suivi des stratégies d'intervention, aussi bien de l'Union européenne que du groupe de la Banque mondiale. Donc, si on ne garde pas le cap sur ces trucs-là, sur les antennes qu'on a mises par-ci et par-là, et que nous voulons économiser parce que nous voulons aller à la rationalité, il faut juger de la pertinence, évidemment, chaque fois de l'ouverture ou de la fermeture d'une antenne. Parce que si on veut jouer sur le critère de rentabilité tout le temps, on risque de ne pas être suffisamment représenté là où il le faut. Très bien. C'est pourquoi, je crois, le ministre exhorte plus ou moins son successeur à avoir l'œil sur la représentation, puisque la première option qui a été faite, c'était que le Bénin allait finir avec la pure représentation et mettre le cap sur la vocation économique. Très bien. Très bien. Là, on a le souci non seulement de rationaliser nos dépenses, mais d'aller à la multiplication des partenaires pour avoir le maximum de ressources qu'il faut pour accompagner le PAG, le plan d'action qui est en cours d'exécution. D'accord. Alors, docteur Paul-Marie Ouessou, Cheikh Bakary, le financier, arrive dans un département ministériel amputé de son volet coopération, remis à son autre collègue des finances tout autant. Est-ce qu'il n'aura pas une marge de manœuvre quand même un peu assez limitée, finalement? Oui, absolument, puisque, écoutez, il était d'abord ministre conseiller, je crois. Aux investissements. Et donc, il vient au département ministériel des Affaires étrangères avec ce bagage, même si ça n'a pas duré, si ça a été juste 2 ou 3 mois. Il vient quand même au ministère avec ce bagage, mais il doit, je crois, le transférer à nouveau au département chargé de la coopération et pour s'occuper rien que des affaires étrangères
pour le moment. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura un reprofilage du portefeuille pour que la coopération revienne là. Mais il est important que, quel que soit quel que soit le portefeuille qu'il a, il est important que le Bénin continue de faire sa marche. Oui, c'est vrai, on a une diplomatie. La diplomatie s'adapte aux événements au plan mondial. Et si nous prenons aujourd'hui ce qui se passe au plan mondial, c'est que il y a beaucoup de conflits qui sont en ce moment en cours, et il y en a qui profilent encore à l'horizon. Et ce que je crois, le ministre Agbenossi que vous avez cité disait, c'est aussi ce rôle-là qu'on peut jouer en allant, disons, faire les entremetteurs entre les belligérants, et en faisant de sorte que on amène les gens ensemble à s'entendre, et tout en le faisant donc à avoir cette position qui pourrait nous permettre de négocier, de dire, bon, écoutez, maintenant nous pouvons faire des partenariats sur tel volet économique. Mais aussi, moi je me rappelle que dans les années 60, 70, 80, 90, jusqu'au début des années 90, la Chine n'était pas trop dans des diplomaties. La diplomatie qu'on lui connaît aujourd'hui, elle n'était pas trop dans cette diplomatie. Et ce que la Chine faisait le plus, c'est de diffuser sa culture dans le monde. Vous vous rappelez, moi j'ai connu les Shaolin, les Bruce Lee, qui étaient très diffusés sur nos pays. J'ai connu aussi les restaurants chinois un peu partout dans nos pays. Et donc là, il y a cette nécessité, je crois, pour le Bénin aussi, de diffuser d'abord sa culture dans le monde, et tout en le faisant progressivement, parce que je crois que la Chine s'est appuyée sur cette histoire diplomatique, et pour que le changement diplomatique qu'il y a aujourd'hui, donc l'approche qu'il y a aujourd'hui dans la diplomatie, s'appuie sur cette histoire diplomatique qui a déjà permis de conquérir beaucoup de monde par la culture chinoise. Je crois que, bon, l'option est déjà faite, il est déjà nommé, et il va se mettre au travail. Et, bon, nous on va rester, nous autres, un peu sceptiques et observer en espérant qu'il ait des résultats. Oui. Parlant du rayonnement culturel, je crois que le Bénin aussi est en train de faire son école. Vous avez vu que le retour des trésors entre dans la même veine. Et il n'y a que la Chine. Vous savez que la Chine, le seul pays dans lequel la Chine n'est que présente militairement, c'est Djibouti. Sinon que tout le reste, là, c'est la coopération économique. Et je crois que chaque pays choisit sa diplomatie en fonction de ses aspirations. Voilà, d'accord. Un financier à la tête de la diplomatie béninoise. Que vous inspire ce choix du président Patrice Talon, et quelles sont vos attentes vis-à-vis du nouveau ministre des Affaires étrangères? Voilà la question que nous avons adressée à vous, chers amis internautes qui participez chaque fois au débat matinal, au forum de discussion via vos différents messages postés sur nos différentes pages, que ce soit Facebook, Twitter. Bonjour Maurice Tantan. Bonjour Rodrigue Herman Amégan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Les internautes ont réagi à la question du jour de ce lundi, et il faut dire qu'ils n'ont pas trouvé d'inconvénient particulier au fait que le chef de l'État ait choisi de placer un financier à la tête de la diplomatie de notre pays. Pour certains, ce n'est pas une exception béninoise, puisque c'est déjà arrivé ailleurs dans le monde, et même dans le gouvernement actuel, il y a des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes du domaine dont ils occupent le département ministériel. Cependant, ils ont des attentes vis-à-vis du nouveau ministre des Affaires étrangères qui doit donc s'investir sur le terrain de la diplomatie économique. C'est en résumé ce que nos amis internautes ont commenté. Je vais vous livrer quelques avis ce matin exclusivement sur Facebook. Je commence avec Alain Davacan qui nous dit: le choix d'un financier à la tête de la diplomatie béninoise n'est pas forcément une mauvaise chose. Nous avons déjà vu ça dans d'autres gouvernements de notre pays par le passé. C'est dire qu'en politique,
C'est la capacité intellectuelle de l'individu et la mission circonstancielle à confier qui compte et non la profession par rapport au poste qui compte. La confiance, la probité et l'abnégation entrent également en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir un ministre, conclut cet internaute. Il sera rejoint donc par Roland Boko qui nous explique que le choix d'un financier traduit donc les objectifs visés par le chef de l'État. Le nouveau ministre sera donc attendu sur le plan d'une diplomatie financière ou économique en puisant dans ses propres relations personnelles. C'est possible car par nature, tous les humains sont des diplomates sans avoir étudié la discipline. Et ceci n'est donc pas une exception béninoise, puisqu'aux États-Unis, le général Colin Powell et en France, le Dr Bernard Kouchner avaient été de bons ministres des Affaires étrangères pour leurs pays respectifs, a rappelé donc Roland Boko à la fin de son commentaire. Autre commentaire signé cette fois-ci de Jean Kokou Zounon qui s'exclame: la rupture quand tu nous tiens. Ceci est donc le symbole de la gouvernance selon le président Patrice Talon. Un financier à la tête de la diplomatie béninoise relève de la vision du chef de l'État selon lui qui a un objectif clair. Il s'agit donc qu'il faut que notre diplomatie soit plus utile à notre économie afin de booster notre développement en s'orientant plus dans les relations économiques que politique. Voilà donc ce que comprend Jean Kokouzounon. On va terminer avec le commentaire de Maurice Koumassa qui écrit: un financier à la tête de la diplomatie béninoise vient confirmer le fait que le ministre est un responsable technocrate ou politique à la tête d'un département ministériel. Le nouveau ministre est bien entouré des spécialistes de la diplomatie et des relations internationales pour faire son travail. En clair, seul le président de la République connaît les raisons qui justifient cette option faite. Voilà, Rodrigue Herman Amégan, chers amis, ce que les internautes ont pensé de la question du jour. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan. On se retrouve demain. Évidemment. Demain sur la Matinale 5 sur 7 matin de la télévision nationale pour une autre question du jour. Merci, très bonne journée à vous. Bonne journée. Allez, on passe au deuxième sujet en débat. Il s'agit donc de l'actualité liée au parti Bloc républicain. L'heure est aux grandes mutations au sein de cette formation politique. Yves Patrick Loco, on a désormais Abdoulaye Biotchane qui est fait président de cette chapelle-là. Quel commentaire vous avez à ce sujet? Je constate que cela a été fait sans assise du parti, parce qu'on ne nous a pas annoncé un congrès ou une réunion. Il y a eu le congrès, un congrès spécial. Un congrès spécial du côté du palais des congrès. Oui. Bon, est-ce que c'est cette assise qui devait décider? Je ne sais pas, je n'ai pas lu leur test. Et ce que je constate, c'est que, bon, je ne vois pas ce qui peut changer de secrétaire général à président, parce que c'est la même personne. Il a plus de marge de manœuvre. Je ne sais pas si les pouvoirs sont renforcés. Je ne sais pas forcément, parce que ailleurs on a un président. Si je considère ce qui se passe du côté de l'autre partie de la mouvance représentée au Parlement, c'est-à-dire l'Union progressiste Le Renouveau, qui a un président, la FCBE a un secrétaire exécutif national. Donc c'est des questions juste de dénomination. Je ne sais pas si quelque chose va vraiment changer. Je ne sais pas si le désormais président du parti Bloc républicain, qui était naguère secrétaire général national, je ne sais pas s'il avait des pouvoirs réduits. Et je ne sais pas s'il n'avait pas la plénitude de la gestion de ce parti politique-là. Qui est-ce qui l'empêchait d'avoir la plénitude de la gestion du parti? Je ne sais vraiment pas. Donc, passer de secrétaire général national à président du Bloc républicain, pour moi, c'est la même chose. Pour vous, c'est un non-événement? Je ne dirais pas que c'est un non-événement, mais je ne sais pas franchement ce qui va changer. Ce qui aurait pu changer, c'est vrai qu'il y a eu, après la guéguerre connue par cette formation politique-là, on nous a dit que le calumet de la paix a été fumé en présence du chef de l'État. Je veux parler de la lettre ouverte, de la lettre privée qui est devenue ouverte et publique
de l'ancien député Rachidi Gbadamassi, par exemple. Je sais que une partie de cette formation-là avait des récriminations contre le secrétaire général national. Je ne sais pas si tous ces problèmes ont été réglés pour qu'on passe désormais à président. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Francis Olo-Jattali, qu'est-ce qui différencie, quelle est la différence, secrétaire général national, président, qu'est-ce qui va changer pour Abdoulaye Biotchane? J'ai été à la fois heureux et interloqué, heureux d'écouter Yves-Patrick Loko, mais interloqué quand il dit qu'il n'y a pas grand changement, quand on passe de secrétaire général national à président. Non, il y a une différence. Parce que là, on sait que désormais le parti a une véritable tête. Parce que j'ai reproché ici que le Bloc républicain n'ait pas eu de président, que ça qui justifie tout ce que nous avions enregistré comme défiance, parce que vis-à-vis de la personne de Abdoulaye Biotchane, et qu'il fallait forcément aller à la présidence, comme c'est le cas au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. Et ça permet, parce que vous savez que le pouvoir, l'autorité, il y a la verticalité, ça descend du haut. Mais quand on sait que vous n'êtes que secrétaire général, c'est qu'il y a quelqu'un qui continue d'avoir une autorité sur le parti. Vous êtes dans une transition à comparer à un autre parti qui est né pratiquement dans la même semaine que vous, puisque je crois que l'UP d'hier devenu UPR est né, je crois, le 1er décembre 2018. Et puis le 8, la semaine après, et le Bloc républicain est né à Parakou. Bon, donc c'est des partis qui sont nés une semaine de différence. Et dans ces conditions que l'UPR est un président et que le BR n'est pas un président, il y a quand même un problème. Et on dit que c'est des partis siamois. Je ne sais pas s'il y a des siamois étectés et siamois avec tête. Non, c'est pour en fait faire une parenthèse pour dire que c'est plus sérieux que ça. Il n'y a qu'au niveau des circonscriptions électorales, il n'y avait pas une meilleure représentativité. Aujourd'hui, c'est corrigé. Vous avez vu que le bureau politique et au niveau du bureau exécutif national, il y a eu des réaménagements. Donc, l'organigramme a changé. Il y a même eu, ils ne sont pas de 59 membres à 102. Hein, vous avez vu qu'on a créé en lieu et place du secrétariat administratif permanent, on a créé maintenant un secrétariat permanent qui assiste le président et qui est l'organe exécutif. Donc, je crois que c'est réformes qui ont pu être engagées et qui ont permis d'adopter un nouvel organigramme pour outiller le parti. Certainement pour les perspectives, les enjeux de 2026, puisque le prochain congrès, c'est pour décembre 2026. Ça permet d'abord de stabiliser en fait le parti, de calmer les ardeurs, puisque c'est à l'unanimité que les décisions ont été adoptées. Unanimité avec l'approbation du chef de l'État, on m'a dit. Puisque quand j'ai consulté toutes les presses, le narratif relatif à cet événement, c'est que c'est un mini-congrès qui s'est tenu avec grand succès. Donc les participants sont allés de façon consensuelle dans la même démarche. Moi j'ai plus d'espoir parce que je me disais que ce parti risque de... D'aller à l'implosion. On a vu les désertions, hein, vous avez vu avant les élections législatives, comment est-ce qu'il y a eu dépeuplement. Absolument. Il y a eu dépeuplement, même des ministres qui étaient membres ont dû quitter Poil. Ils ont reproché d'ailleurs à leur vis-à-vis de l'UPR de débaucher des membres influents dans leur rang. Donc avec cette ce nouvel organigramme, c'est qu'on ira progressivement à une stabilité et puis on va remembrer davantage, on va repeupler davantage le bloc républicain qui n'est pas l'appendice. Vous avez suivi le député Gopina qui dit que désormais il faut que le bloc républicain soit causé comme un parti, non pas entièrement à part, mais un parti à part entière. D'accord. Alors, docteur Paul-Marie Ouessou, est-ce que on peut y voir éventuellement des manœuvres pour essayer de cimenter finalement le pouvoir d'Abdoulaye Biotchane, quand on sait que dernièrement Yves-Patrick Loko l'a rappelé, il y a eu cette tentative de déstabilisation orchestrée donc par l'ancien député Abdoulaye Biotchane. Excusez-moi. Non. On peut dire... Pas vraiment orchestré. Orchestré par Rachidi Gbadamassi. Désolé, ma langue s'est fouchée. Ok, oui. Écoutez, on peut dire bravo à Abdoulaye Biotchane, hein, mais on peut aussi dire bravo à Rachidi Gbadamassi. Parce que toute l'évolution qui est décrite là maintenant n'aurait pas eu lieu s'il n'était pas
Si, il n'avait pas fait ce qu'il a fait. Il n'avait pas secoué le cocotier. Bon, maintenant, si vous l'appelez déstabiliser, moi, je ne pense pas. Je crois que c'est des débats légitimes au sein d'une organisation, d'une organisation, oui. Qu'on réclame la tête du secrétaire général national en son temps au motif qu'il est trop occupé par les affaires étatiques et qu'il ne s'occupe pas vraiment du parti. Qu'on revendique un certain jeunisme au sein de la présidence du parti. Vous n'appelez pas ça de la déstabilisation? Non, du tout. C'est un débat au sein du parti politique. D'accord. Et c'est normal, nous sommes en démocratie où nous ne le sommes pas. Si le chef ne fait pas bien, on lui dit qu'il ne fait pas bien. Et Rachidi Badamassi a eu raison de le faire. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué maintenant cette évolution. En réalité, comment on appelle le bâtonnier, l'ancien bâtonnier, Jacques Migan a dit que c'est un atelier. Il n'a pas parlé de congrès, il a parlé d'atelier qui continue. Mais avant que l'atelier... Non, le congrès a eu lieu. Des explications que j'ai pu avoir personnellement avec certains responsables du parti. Le congrès a eu lieu au Palais des Congrès et actuellement, ils sont à un atelier à Zinvier pour déterminer le cadre juridique, donc évidemment mettre en place tout l'arsenal juridique qui va désormais entourer les nouvelles structures du parti. Le congrès a entériné les nouvelles dispositions et l'atelier est en cours pour déterminer donc le cadre juridique et institutionnel de tout ceci. Donc c'est ce qu'il en est. Donc le congrès, c'était juste de donner du pouvoir au ministre Abdoulaye Dione. Pas forcément. Peut-être qu'il n'est même pas encore entré en possession de ce pouvoir. Peut-être qu'il continue d'être secrétaire général national en attendant d'être entériné. Non, il ne continue pas. Enfin, selon ce que j'ai entendu jusque-là, il ne continue pas d'être président. Il est président maintenant du parti. En réalité, moi, je voudrais dire que, en fait, c'est tout à fait normal qu'il y ait des discussions, des débats. Et ces débats, même, au lieu que ce soit une lettre privée qu'il envoie, ça pouvait être un débat public. Parce que, vous savez, au sein d'un parti politique, dans un contexte démocratique, il y a des courants. Il y a des courants. Et les courants ne se font pas cadeau au sein du parti. C'est les rapports de force qui font que, oui, tel prend la commande à un moment donné, et puis après, l'autre va prendre la commande selon les rapports de force. Et moi, je trouve que le BR, les problèmes qu'il y a eu au sein du BR entre-temps, c'est tout à fait normal, et on aurait même aimé que ça soit de plus en plus cela pour que les partis vivent, parce que nos partis ne vivent pas. Si c'était encore des partis, ils ne vivent pas. D'accord. Et nous, on a besoin que les partis vivent, et on a besoin de savoir ce qu'ils pensent eux-mêmes de notre pays. D'accord. On ne le sait pas. D'accord. Voilà. Alors, Yves Patrick Loko, le BR donne l'impression d'être un parti présidentiellement assisté, si je peux me le dire ainsi, parce que presque tous les conflits, finalement, ont été réglés par la personne morale du chef de l'État, Patrice Talon, qui, dit-on, est intervenu à plus d'un titre, ou plusieurs fois, à plusieurs reprises, pour essayer de taire certaines dissensions au sein du parti. On se demande, finalement, après 2026, qu'adviendra-t-il du parti Bloc républicain, si tant est que ils ont du mal à gérer leurs divergences internes et qu'on fasse appel à chaque fois à la médiation ou à l'intervention du chef de l'État pour taire les égos des uns et des autres? Qu'adviendra-t-il du parti Bloc républicain? Je voudrais m'inscrire dans une vision plus générale. Qu'adviendra-t-il de l'Union progressiste, le Renouveau, de Moël Bénin, de tous les partis quand même qu'il y a actuellement? Et je ne voudrais pas leur présager un avenir à la rencontre l'avenir de ce qu'a connu par exemple tous ces partis qui sont allés à la rencontre de la rivière. Toutes les biches, vous vous rappelez à l'époque du président Nicéphore Soglo, ce qui a abouti à la renaissance du Bénin après. On a connu l'Union pour un Bénin du futur, UBF, on a connu la FCBE qui est encore existante sur l'échiquier actuellement. On a connu l'Union fait la nation, on a connu beaucoup de regroupements, on a connu l'ADN, qui aujourd'hui n'ont pas pu résister autant, n'ont pas pu résister aux mutations
et même au départ de l'homme fort entre griffes autour duquel ils se sont rassemblés par le passé. Donc c'est dire que il faut vivre en son temps. Le parti Bloc républicain, ce n'est un secret pour personne que c'est un parti qui soutient les actions du chef de l'État. On dit que c'est un parti du chef de l'État un peu comme tous les autres partis de la mouvance présidentielle. Donc c'est normal que le chef de l'État intervienne en tant que personne morale responsable de toutes ces formations-là pour pouvoir faire la médiation, pour pouvoir jouer aux négociateurs, à celui qui apaise la tension quand elle monte d'un cran. Donc je crois que c'est normal que le chef de l'État intervienne. Maintenant, qu'est-ce qui va advenir du BR quand le chef de l'État ne sera plus là à la fin de ses mandats constitutionnels? Je veux parler anglais pour finir. D'accord. Francis Oilo-Jatadé, finalement, le Bloc républicain tient-il à Patrice Talon? Non, je crois évidemment que le chef de l'État a été candidat, plus ou moins. Si vous voulez être honnête sur ce plateau, c'est la remorque du Bloc républicain qui apporte la candidature du chef de l'État. Et la colistière, c'est la remorque de l'Union progressiste, le renouveau. Bon, c'est un autre débat, ça. Mais ce qui est frappant à l'œil, c'est que vous avez vu que les acteurs qui sont membres de ces partis jouent leur carte de survie politique. Et dans ces conditions, on a un véritable problème d'homogénéité au sein des grands ensembles. On ne peut pas l'affirmer aujourd'hui. Et c'est un processus qui est en cours. Il est à souhaiter que les acteurs finissent par taire leurs égos et qu'ils voient l'intérêt national. Parce que les partis ont vocation à conquérir et à exercer. Alors si chacun veut faire jouer, faire triompher son ego et ses intérêts personnels, c'est sûr que les partis ne pourront pas vivre longtemps puisque ces partis naissent autour de grands leaders qui sont au pouvoir. Et les partis, l'expérience a montré, comme l'a démontré mon co-débatteur, que les partis qui naissent au pouvoir, en général, ont une survie, en fait, une durée de vie limitée. Parce que dès que l'intérêt, l'acteur principal qui a motivé la création de ces partis disparaît, les partis aussi perdent, en fait, les repères. Et autour d'un chef d'État, que vous le voyez ou non, gravitent parfois des gens qui sont corporellement ensemble, mais cordialement distants, à des années-lumière les uns des autres. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est ça, et ça se joue. Mais le chef d'État, pour le moment, il est un sapeur-pompier. Mais à l'intérieur des partis, on retrouve encore des pompiers pyromanes. Des gens qui créent, qui s'aiment, et qui viennent encore jouer en fait au sapeur-pompier pour éteindre le feu. Donc il faut qu'on fasse en sorte que les acteurs aient une maturité. Et la réforme qui a été opérée au sein du Bloc républicain me semble nécessaire parce que en fait ça permet progressivement de réaliser l'adhésion autour de la cause commune. Aujourd'hui, il y a des coordinateurs qui ne pourraient pas siéger à des instances. Et avec les assises dernières de juin, on a compris que les coordinateurs, par exemple, des organisations de femmes républicaines, coordinateurs des mouvements des jeunes du Bloc républicain, doivent siéger, je crois, au niveau du bureau exécutif. Du bureau politique. Oui. Bon, maintenant, il n'y a que les ministres, les députés et tout ça. Donc, ça règle les problèmes de certains députés qui ont agité un peu, ont créé des secousses au parti. D'accord. Donc, les intérêts du parti sont certes connus, mais il n'y a que les intérêts personnels parfois prédominent parce que les acteurs qui ont été appelés pour mettre en œuvre le chantier de cette réforme politique sont des acteurs qui ne sont pas nouveaux. On a voulu construire du nouveau avec du vieux. Donc, il faut aller à une réinitialisation, en fait. Donc, il faut changer de logiciel. Le chef d'État, je souhaite qu'avant la fin de son mandat, qu'il travaille à ce qu'il y ait une rotation du personnel politique pour que la jeunesse puisse accéder aux instances de direction afin que les partis aient la possibilité de survivre après son départ. D'accord. On va fermer ce chapitre lié au parti Bloc républicain. On va tout droit en Côte d'Ivoire pour ce qui nous concerne pour ce dernier sujet en débat. Ce lundi matin, on s'intéresse au cas donc de Laurent Gbagbo qui n'a pas retrouvé son nom, docteur Paul-Marie Ouesso, sur la liste électorale alors qu'il y a les élections locales dans 3 petits mois. On sait que la survie de la Côte d'Ivoire tient à 3 hommes, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara, et que cette paix des braves est tout aussi est encore fébrile, j'allais dire. Oui, vous avez tout dit, hein, les trois
monstre de la politique. Oui, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et puis Ouattara. Moi, j'avais déjà dit qu'il faut que ces trois-là, que le peuple ivoirien fasse tout pour les mettre hors du jeu politique, pour reconstruire la Côte d'Ivoire, parce que il faut pas, si on rentre dans l'histoire un peu, on va pas être long, mais on va rentrer dans l'histoire un peu pour voir que de l'indépendance aux années 90, je crois au début des années 90, c'était Houphouët-Boigny. Les trois, l'un était, Bédié était président de l'Assemblée nationale, Ouattara Premier ministre et Laurent Gbagbo dans l'opposition. Les trois ont été les acteurs principaux depuis la mort du président Houphouët jusqu'à ce jour, en faisant un peu comme un jeu de chaises musicales au niveau de la présidence, en se remplaçant les uns les autres avec, bien sûr, l'intermède du général Gueye dans le temps. Et qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux, les trois? Qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux? Si on voit profiler des leaders aujourd'hui, on peut parler de Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est un belligérant ou belliciste, donnez-lui n'importe quel nom. Et quand vous laissez Guillaume Soro, vous verrez de l'autre côté, comment il s'appelle, il s'appelle Blé Goudé. Charles Blé Goudé, le général de la jeunesse, il s'appelle quelque chose comme ça. Charles Blé Goudé aussi, c'est un belligérant, un belliciste. Voilà à peu près la jeunesse qui est derrière les trois. Mais on ne voit profiler aucun groupe ou aucune jeunesse qui se met dans la réflexion stratégique pour la Côte d'Ivoire, comment on va faire pour que ça se développe. Vous voyez, on est retombé dans les mêmes histoires. Ouattara, Laurent Gbagbo n'est pas électeur, donc se plaint de ça. Ouattara se plaignait de ça il y a pas longtemps. Et on va finir par faire de sorte que Laurent Gbagbo revienne dans le jeu. Et puis, bon, ça fait, vous voyez, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça, moi, je pense qu'il est nécessaire pour les Ivoiriens eux-mêmes. Je ne sais pas par quel mécanisme, mais il faut tout faire pour que les trois sortent du jeu politique pour laisser le pays vivre et respirer. D'accord. Alors Yves, Patrick Loco, j'ai rappelé tout à l'heure quelques propos de Laurent Gbagbo qui allait contester justement son absence sur la liste électorale. Il dit: j'ai décidé de ne plus donner des coups parce que le temps de donner des coups est passé. Mais le combat n'est pas terminé. Voilà ce qu'a déclaré Laurent Gbagbo, et c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a intérêt à ce que son nom figure sur la liste électorale. Quand on sait justement qu'il est toujours sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire de la BCEAO. Casse de la BCEAO. Bon, je doute qu'il soit acteur impliqué dans un président de la République en exercice qui soit participant à un coup contre une banque, contre un coup de braquage. Non, c'est plus sérieux que ça. De l'ivoirité. Il y a quelques années, la Côte d'Ivoire passe maintenant à l'exclusion sur une liste électorale de Laurent Gbagbo. Je crois que le pays n'a plus besoin de ça actuellement. La paix qui se construit désormais progressivement devrait être maintenue. Je crois qu'on doit attendre une intervention peut-être du président Alassane Dramane Ouattara Ado, qui est pour l'ouverture, qui est pour le dialogue désormais. Si on n'aurait jamais accepté que Gbagbo revienne au pays et jusqu'à créer un parti politique, je veux parler du PPACI. Est-ce que c'est pas la création de ce parti-là qui fait qu'on veut sanctionner désormais Gbagbo? Je ne le sais pas. Revenant au pays, peut-être qu'il y a eu des accords secrets entre eux
où il devait peut-être s'éloigner de la scène politique, encore qu'il ne faut pas exiger que quelqu'un qui doit participer normalement à l'évolution de son pays s'éloigne de la scène politique. Qu'est-ce qui a pu être retenu que Gbagbo n'a pas respecté? Je crois qu'il y a un problème là à régler. Et alors, juridiquement, juridiquement, l'absence de Laurent Gbagbo comment appelle-t-on, est expliquée par le fait qu'il a perdu ses droits civiques étant sous le coup d'une suspension. Ça paraît quand même logique vu de cet angle. Absolument. Mais pourquoi on ne l'arrête pas? Si tant est con, il est amnistié. Il est amnistié, mais enfin, il est gracié, mais pas amnistié. Puisque vous savez que la grâce présidentielle n'enlève pas la condamnation. Absolument. Mais vous absout d'aller sous mandat de dépôt. Ou bien, si ce n'était pas une peine privative de liberté, ça n'enlève pas la peine, mais vous êtes considéré comme n'ayant pas commis cette faute-là, mais c'est l'amnistie peut-être qui va venir tout régler. Voilà, maintenant que l'Assemblée nationale ivoirienne n'a pas encore décidé de l'amnistie pour le président Laurent Gbagbo, et je crois que sauf sursaut extraordinaire, sauf intervention, avant le 2 septembre, Laurent Gbagbo ne va pas être électeur, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui se joue, c'est peut-être la présidentielle à venir. À venir, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la paix relativement maintenue en Côte d'Ivoire jusque-là ne va pas voler en éclats? D'accord. C'est à craindre quoi pour les prochains jours. Oui, pour les jeunes qui nous suivent, il faut quand même dire ce qu'on appelle braquage là. C'était que la Côte d'Ivoire, au cœur de la crise, était sous sanction économique. Et les États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de fermer les vannes financières qui permettaient à la Côte d'Ivoire de fonctionner. Et Laurent Gbagbo, puisque la banque était en Côte d'Ivoire, le siège de la banque est en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a, disons, le parti au pouvoir de toutes les façons. La banque, ils ont pris contrôle de la banque et ils ont continué d'utiliser l'argent pour pouvoir faire fonctionner le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi j'ai dit, voyez, c'est pas comme si c'était un cassage. C'est pas que... C'était pas comme si c'était un cassage des papels. Ils ont pris leur fusil de chez eux, ils sont allés braquer. D'accord. Ils sont allés prendre de l'argent pour payer les fonctionnaires ivoiriens pour pouvoir supporter l'effort de guerre entre griffes. D'accord. Donc, en gros, c'était pas comme si c'était cassage des papels et que Laurent Gbagbo était le professeur. Allez, c'était une parenthèse ouverte et fermée. Francis Ologiatal, ce qui se joue, on le sait finalement, c'est la présidentielle à venir. Laurent Gbagbo qui peut être potentiellement candidat au cas où Alassane Dramane Ouattara se représenterait. Donc, éventuellement, dit-il, ou c'est peut-être la réflexion des pro-Gbagbo, des gars, comme on les appelle, les Gbagbo ou rien. Donc, on veut le court-circuiter avant donc, la présidentielle. Je voudrais d'abord dire que je ne partage pas la réflexion du professeur Paul-Marie Ouesso qui dit que c'est le parti de Laurent Gbagbo qui a pris contrôle de la banque. Non, ce serait péremptoire que je dis. Je connais un peu cette histoire parce que j'ai eu à travailler avec Mme Elisabeth Capet qui était conseillère spéciale de Gbagbo. J'ai travaillé aussi avec Damana Picasse qui est secrétaire général du PPACI qui actuellement a eu des ennuis avec Ouattara. J'ai communiqué sur la crise ivoirienne. 2010-2011, avant la capture de Laurent Gbagbo et avant qu'on l'envoie dans les faubourgs de la Haye pour comparaître devant la CPI. En fait, les chefs d'accusation qui sont maintenant là, quels sont les éléments constitutifs? On dit qu'il y a braquage d'une banque. Bon, alors, qu'il y a braquage, on dit que c'est un chef d'État. Il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même une procédure pour qu'un chef d'État soit entendu et écouté. Et il y a un contradictoire, il y a les avocats. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo a été transféré à la Haye. Et on sait désormais que ce n'est pas un avion présidentiel. Donc on sait désormais qu'il réside désormais à la Haye, il ne réside plus à Kologo. Bon, on n'a pas adressé une convocation. Il s'est débattu face à la CPI, crime de guerre, crime contre l'humanité, viol, et puis la suite. Les chefs d'inculpation ont parfois évolué, comme vous savez. Bensouda aussi a été dépassé, il a été contraint par la suite d'acquitter. Bon, maintenant, on vient à l'interne, on dit qu'il y a une juridiction qui a requis 20 ans d'emprisonnement. Écoutez, j'ai suivi Abiba Touré, maître Abiba Touré, qui a aidé Gbagbo maintenant à saisir la commission électorale indépendante. Au fin d'aller à l'expression, il y a eu la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a été saisie et qui a instruit, qui a demandé au gouvernement ivoirien
d'inscrire, en fait, de réintégrer Laurent Gbagbo sur la liste. Bon, évidemment, le gouvernement est tenu. Il y a eu une séance entre le Premier ministre et les membres du parti, PPACI, dans ce sens. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'en 2020, il avait été radié de la liste. Cette fois-ci, il y a eu une élection locale, les élections locales pour le 2 septembre, et puis les présidentielles de 2025. Comme politiquement, il y a un jeu entre les trois acteurs que vous avez évoqués, et il y a eu le président, je crois l'évêque, monseigneur, il s'appelle Marcelin Quadio, qui a fait une sortie avec un réquisitoire. Ça a obligé le gouvernement à envoyer le ministre de la Communication, le ministre du Numérique et porte-parole. Lui-même, il est tombé dans... C'est une parodie de justice, en fait, ce que je veux dire. Et c'est des accusations fallacieuses. Parce que vous avez dit qu'un chef d'État va aller braquer une banque. Et il n'y a pas de contradictoire. Il a été acquitté à la CPI. À l'interne, on dit qu'il y a des chefs d'accusation, chefs d'inculpation. On a une qualification pénale d'un fait et on dit qu'il a braqué. Bon, on dit, mais le monsieur dit qu'il n'a pas reçu une convocation. Il n'a pas été écouté, il n'a pas eu un contradictoire. Et pour un chef d'État, il y a une procédure pour qu'il soit entendu devant les juridictions. Rien n'a été fait et que c'est un non-lieu. Or, vous avez vu, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, les deux se sont embrassés, ont échangé, on a dit c'est la paix des braves. Il y a même eu, enfin les trois, finalement. Alors, bon, et on a dit que mais c'était fini. Et le monseigneur, je crois, monseigneur Quadio a dit que ceux qui parlent de la paix, puisque la Côte d'Ivoire aujourd'hui doit construire, préserver, promouvoir la paix. Ceux qui parlent de la paix, Paul des gilets pare-balles. Paul parle de ça veut dire qu'ils sont pour la paix, même ils n'ont pas la paix en eux, même à l'intérieur. Et qu'aujourd'hui, la prostitution est à ciel ouvert, les enfants sont formés au rabais, la Côte d'Ivoire est décadente, et on dit qu'il y a des performances économiques, et que c'est une des économies les meilleures du monde. Et je crois, monseigneur qui représente la conférence épiscopale chez eux là-bas, dit mais de quel monde parle le gouvernement? D'accord. Est-ce le monde réel ou le monde invisible? Et je crois que le porte-parole du gouvernement a dit que donc ils sont plus dans les mêmes mondes. D'accord. On va suivre de très près cette situation en Côte d'Ivoire. On verra si Laurent Gbagbo pourra être réintégré à la liste électorale. Donc il a justement fait appel du côté de la CEI, la Commission électorale indépendante. On va suivre l'évolution de cette situation dans les prochains jours. Ça a peu de chance de prospérer, mais il faut que les acteurs... Tout ce qui se joue, c'est la présidentielle de 2025 en 10, où certaines langues estiment qu'on a peur que Laurent Gbagbo puisse candidater, puisqu'il a toujours la côte en Côte d'Ivoire. Il est temps que les trois aussi. Il est temps que les trois pachydermes, les trois pachydermes de la jungle ivoirienne puissent se reposer. Il faut qu'ils rangent pachydermes dinosauriens. Voilà. Il faut qu'ils rangent leurs ivoires. Encore que les ivoires ne sont plus cotés sur le marché, sauf sur le marché noir actuellement. Merci beaucoup à vous, Yves-Patrick Loco. Vous êtes journaliste à la Radio-Diffusion nationale. Merci, Dr Paul Maïossou, théoricien de la gouvernance d'État. Merci, Francis Lejatali, analyste politique. Merci d'avoir participé au débat matinal, comme presque tous les lundis par ici.